Et c'est plus qu'importe le flacon, enfin je sais plus, pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est qu'importe le produit, la qualité du produit, pourvu qu'on ait la bonne cause derrière, quoi. Un peu, très mal formulé, mais... Moi, je pense que c'est vraiment le futur, quoi. Tu commences par ça et bon, genre limite de mettre un cœur de bisounours à la fin, tu sais. Ça peut être drôle. Non, du coup, une fois, on m'a contacté pour me dire tiens, tu trouves pas que tel produit dont tu as parlé, c'est une pâle copie finalement de notre produit, ou enfin voilà, que finalement c'est étrange, on dirait qu'ils nous ont pompé de ouf. Et voilà. Et du coup, ça m'a poussé à cette réflexion de finalement, qu'est-ce qui fait la qualité de ton produit à toi dans ce cas-là? S'il suffit que le moindre gars en face prenne les mêmes ingrédients, ou je sais pas, et sa bouteille de la même couleur, si c'est à ça que ça se joue, ton avantage concurrentiel, c'est peut-être un peu maigre. Et du coup, peut-être même aller au-delà de ça, quand tu crées une marque, c'est de se dire finalement, si demain, je sais pas, Pernod Ricard, Diageo fait le même produit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu survis en fait? C'est quoi? Est-ce que finalement, parce que toi, tu as été le premier à utiliser, je sais pas, un ingrédient un peu spécial, du coup, ça te met à part des autres, mais si n'importe qui finalement est capable de prendre le même ingrédient et se mettre à l'utiliser dans ses recettes, t'as perdu ton avantage. Ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché en se proclamant être le premier à faire ça. Mais quand on regarde un petit peu dans l'ancien temps, c'est juste qu'ils essayent de recréer une nouvelle catégorie dans leur catégorie, et c'est comme ça que marche le positionnement la plupart du temps. C'est pas forcément réinventer la roue, c'est arriver à se positionner de manière différente. Quand Apple est venu sur le marché pour concurrencer Microsoft, au final, ils se sont positionnés comme étant un ordinateur mobile où il n'y avait pas 30 000 câbles à plugger. On pouvait déplacer son ordinateur de son bureau à sa chambre, etc. Et du coup, au final, la fonctionnalité du produit en lui-même n'était pas ce sur quoi il se positionnait et pour vendre. Donc, on pourrait se demander la même chose pour les boissons, les spiritueux. Est-ce qu'au final, il faut vendre la fonctionnalité? Ce produit est unique dans sa recette. Ce produit, je sais pas, est sans gluten, est vegan ou plein de choses comme ça. Ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin et vendre plus de l'émotionnel à la personne? Et on peut effectivement aussi parler du prix que peut coûter un produit, un spiritueux, etc. Dans l'inconscient collectif, plus un produit est cher, plus il est premium, plus il doit être bon. Alors que c'est pas forcément vrai. Il me semble que tu avais fait un podcast là-dessus en parlant justement du prix des produits où on testait. Enfin, peut-être que tu peux en reparler du coup ici. Oui, c'était pour dire qu'en fait, sur des dégustations où tu n'avais que pour information le prix du produit, ce qui ressortait généralement, c'est que les gens, inconsciemment, ils allaient noter mieux le produit dont on leur avait dit qu'il était plus cher. Alors que les mêmes produits dégustés sans cette information, on pouvait avoir des surprises avec celui qui était finalement le plus cheap, qui gagnait la dégustation en termes de goût. Alors que dès qu'on introduisait ce nouveau paramètre de prix, ça rétablissait, je dirais, l'ordre établi, inconscient ou pas, enfin, qui fait que, évidemment, on va pas mieux noter le truc à 10 balles par rapport au truc à 100 balles. Ouais, donc c'est toute une histoire de marque et comment on se positionne et qu'est-ce que la marque génère dans ton inconscient en fait. Donc on en revient toujours à la même chose. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu hier justement sur les archétypes, etc. Tout un côté plus psychologique. Et il parlait de Harley Davidson qui est là depuis
très longtemps, depuis plus de 100 ans, il me semble. Et donc qui marchait très bien. Et au bout d'un moment, les Chinois sont arrivés avec des motos qui avaient à peu près les mêmes qualités, les mêmes fonctionnalités, mais qui étaient beaucoup beaucoup plus cheap. Du coup, les ventes ont dégringolé pour Harley-Davidson. Et la seule manière qu'ils avaient, parce qu'eux, ils allaient pas changer leur prix, c'était cher, c'était comme ça. Et la seule manière, la seule façon de faire remonter les ventes, c'était de parler de leur brand persona, donc de leur personnalité, etc., et de faire ressortir tout ce que la personne peut avoir dans son instinct quand il pense à Harley Davidson. Donc, en gros, il faisait des campagnes de pub en mettant en avant la liberté, le fait d'être bien dans sa peau, de prendre une Harley sur le bord de mer et puis de se sentir vivante, se sentir un peu rebelle. Donc, ils ont vraiment mis en exergue toute cette personnalité de marque. Et ils ont absolument rien changé dans leur moto, dans les fonctionnalités ou dans leurs tarifs. Et les ventes sont remontées en flèche. Donc voilà, ils ont joué sur l'archétype qu'ils ciblaient. Donc eux, ils sont plus dans le côté rebelle et donc l'archétype du hors la loi. Et ça a fonctionné, ça a fait remonter les ventes. Est-ce que tu peux pas copier un archétype aussi finalement? Ou est-ce que justement ça va se... Bah finalement, si, mettons, tu crées une marque de spi, tu dis tout est bio, tout est parfait, c'est développement durable et compagnie. Est-ce que on peut en gros détecter que c'est fake ou je sais pas. Enfin, est-ce que c'est copiable? Est-ce que tu peux le falsifier, ça? Je sais pas. Ouais, je pense que le consommateur devient de moins en moins mouton. Alors, c'est peut-être méchant de dire ça, je sais pas. Mais en tout cas, il devient de plus en plus responsable et raisonné. Donc, il veut savoir qu'est-ce qu'il achète, comment ça a été fait, qui l'a produit, etc. de plus en plus. Et du coup, ce côté purpose, donc raison d'être, qu'on voit un peu partout dans le marketing aujourd'hui, c'est génial parce que ça donne le but, c'est de donner un sens à ta marque pour qu'il aide les gens. C'est le but de tout business, hein, au final, d'aider les gens dans tel ou tel domaine. Et pour éviter ce purpose washing, comme on pourrait dire, et ben le but c'est vraiment être dans l'action. Donc au lieu de faire des déclarations de je fais ci, je fais ça, mon produit fait ci et fait ça, et ben ouais, mais dans la vraie vie, prouve-le et prouve-le facilement, prouve-le rapidement. Et c'est dans les actions qui va se passer des choses. Donc si le produit déclare plein de choses. Mon produit il est en canette, donc il est recyclable à 100%, machin. Bon, c'est pas vrai. Mon produit il est vegan, il est bon bah ok, s'il est vegan, qu'est-ce que tu fais de plus que juste pas utiliser des ingrédients qui vont tuer les animaux en labo? Je pense que ça va toujours plus loin et qu'il faut arriver un cran au-dessus à chaque fois. Et c'est compliqué en 2021 parce que pour sortir du lot, déjà, il y a des prérequis de base où le truc doit pas être ci, doit pas être ça, doit pas être ça. Donc, qu'est-ce que tu rajoutes en plus à la liste pour être différent? Et ça, c'est une vraie question. Enfin, aux limites, je serais tenté aussi de tourner le problème dans le sens inverse. Si finalement, c'était un facteur limitant, enfin, tu vois, on ferait plus personne ne créerait de marque de jean, plus personne ne créerait de marque de vodka, plus personne ne ferait quoi que ce soit parce qu'il partirait du principe ah merde, il y a déjà tel gros groupe, telle grosse marque, tel gros machin qui le fait déjà, j'ai pas ma place dedans. Et pourtant, c'est tout le contraire qui se passe. Donc d'un côté, tu peux avoir des gens qui vont être effrayés parce que quelqu'un à côté a utilisé le même ingrédient un peu fancy ou un peu inédit de leur côté, et en même temps, tout le monde est en train de créer des marques de jeans, alors que tu te dis, si t'as le même raisonnement, tu te dirais c'est perdu d'avance, quoi. Enfin, en fait, il faudrait qu'il y ait juste 3 marques de jeans et 3 marques de whisky, quoi. Ouais, c'est sûr. Sauf que le monde peut pas marcher comme ça. Mais après, ça pousse à l'innovation. Et l'innovation, c'est un des maîtres mots, surtout dans
dans les food and beverage, c'est un truc qui n'arrête pas, quoi. On est toujours sans cesse en train d'innover. Et quand on réfléchit au monde et aux marques depuis le début, ça a toujours été une succession de copier, mais coller plus, tu vois, en mode, OK, l'idée, elle est géniale, je vais rajouter un truc en plus. Et on peut le voir partout, même dans les logiciels tech sur Internet, quand tu t'abonnes à des logiciels, je sais pas, de email marketing, de productivité, etc. Il y en a plein qui se positionnent sur OK, vous êtes déjà sur ce logiciel, il est super cher, voici l'alternative. Et il y a plein de sites qui sont construits autour de ne prenez plus ça, mais prenez ça. Et et, et ouais, ça prouve bien que c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps. Ça a été pareil pour les bains de bouche en 1920. Ça a été pareil pour plein d'autres types de produits, pour les téléphones portables, Nokia, etc. Au début, c'était un gros cellulaire. Il avait un fil. Après, il avait plus de fil. Après, voilà, c'est passé de la cabine téléphonique à un mobile, à un smartphone, quoi. Donc, ça a toujours été une succession de copiage en rajoutant un atout supplémentaire. Et ça me fait penser à la citation de Picasso, Still Like an Artist. Et c'est aussi un livre de Austin Kleon, il me semble. Ouais, je vois parfaitement. Très intéressant. Ouais. Donc, qui prouve que c'est très bien de copier quelqu'un tant que tu cites la source et après, rajoute quelque chose en plus derrière. C'est du Tony Robbins aussi, je crois, qui dit d'imiter, en fait. Si tu veux réussir, imite les gens qui réussissent. Aussi simple que ça, faut avoir aucun scrupule, limite. Ouais, et quand on va encore plus loin, au final, l'imitation, est-ce que c'est pas la base de la vie? Enfin, quand tu nais, quand t'es petit, tu regardes tes parents, etc. Quand t'es un bébé, t'imites, en fait, au début. C'est ta seule manière d'exister et de comprendre le monde. Donc, j'ai même l'impression que c'est un peu le b.a.-ba de la vie d'être humain, quoi, d'imiter pour progresser, etc. Bon, là, on devient vraiment dans le spirituel ou dans une conversation un peu perchée. Mais... C'est intéressant parce que du coup, ça annule toutes les inquiétudes que tu peux avoir finalement quand t'es... Et finalement, alors j'écoutais un podcast du mec qui a fondé Morning Brew et qui disait qu'il se souciait jamais de la concurrence. Et aussi, enfin, il racontait l'histoire il avait demandé à quelqu'un de lui expliquer un peu ça marche comment le business des mini-golf. Et le mec lui avait répondu « Ah non, moi je peux pas, je garde mon secret parce que machin truc. » Et lui, sa réaction, sa réflexion, c'était de se dire « Mais au final, si en fait il suffit que tu te donnes soi-disant ton secret pour que ton business coule, peut-être qu'en fait c'est ton business, il avait pas de raison d'être à la base, quoi. S'il suffit de ça. » Ouais, je suis assez d'accord avec cette idée. Et ça m'amuse parce que d'un côté, t'as des distilleries qui jouent là-dessus, sur le secret, sur les ingrédients et machin. Et du coup, tu sais plus, est-ce que c'est une sorte de storytelling pour donner un sentiment un truc un peu vraiment précieux, extraordinaire, ou est-ce que finalement, d'un autre côté, ça pourrait pas être le signe d'une espèce de faiblesse parce que si finalement il suffirait que tu dévoiles un de tes ingrédients pour que tu perds ton avantage, c'est que l'avantage il est très ténu, quoi. Et du coup t'as vraiment ces deux philosophies, genre tu vas visiter des distilleries et ils vont te dire prenez toutes les photos que vous voulez, allez-y, on n'en a rien à faire, parce que même si je vous donne la liste exacte du truc, vous n'avez pas cet alambic centenaire, vous n'avez pas ceci, cela, du coup dans tous les cas ça sera différent. Et je me dis finalement, si tu penses à la chartreuse, 130 ingrédients, et on n'en a même pas un seul qui est officiellement listé, mais quand bien même on nous filait les 130 ingrédients de la chartreuse, qu'est-ce que t'en ferais, quoi? Si demain on te file la recette du Coca-Cola, c'est pas dit que t'arriverais à faire du Coca-Cola pour autant, parce qu'il y a d'autres paramètres, il y a le savoir-faire, il y a d'autres choses, et
Et puis même un peu, finalement, pour rebondir sur ce que tu dis, si demain je fais du Coca-Cola, mais que je sais pas, j'ai pas le côté fun du Coca, enfin toute cette image, tout ce branding ouvre du bonheur et compagnie, en fait, j'aurais beau faire la même recette, c'est pas dit que je la vendrais aussi bien. Ouais, c'est sûr. Et puis de toute façon, refaire la même chose quand tu as déjà un leader sur le marché, tu seras que le énième à faire ça. Et ça me fait marrer parce que j'ai eu du gars hier en podcast et il me disait ça. Il me disait qu'au final, pour être référencé dans le portefeuille du gars, il leur faut des gens qui soient uniques, quoi, qui sortent du lot, mais pas forcément dans la recette. Il mettait bien en exergue le fait que ah oui, voilà. toute la valeur ajoutée derrière. Si c'était dans la recette, dans ce cas-là, tu légitimerais le fait qu'on soit inquiet de voir le mec à côté utiliser je sais pas, le même, enfin bref. Ah tiens, la bouteille elle est de la même couleur, du coup désolé, on te référence pas. on a déjà notre quota de bouteilles vertes, désolé. Ouais, et puis au final, c'est un art comme un autre. Le fait de faire du branding, c'est un art en soi. Le fait de faire une belle recette et d'être dans un labo pour trouver la recette du siècle, c'est un autre art. Après, ça dépend de l'argent que tu injectes dedans, ça dépend du temps, etc. Quand t'es dans le rush parce que tu as une idée et que tu penses être le seul et qu'au final, tu mets 3 ans au labo à faire ta recette, au final, t'es plus le seul, t'es le centième sur le marché. Donc, il y a tout ça qui est pris en ligne de compte. Mais j'avoue que je partage aussi ce côté recette bien gardée. Moi, c'est pas mon truc. Je suis vraiment adepte de donner, de conseiller, d'apporter de l'aide à la personne qui va vouloir faire telle ou telle chose. Et je pars du principe que le karma fera le reste. Que un jour, à force de donner, tu finis forcément par recevoir. Et du coup, je suis personnellement pas très adepte des secrets bien gardés, etc. Honnêtement, ça me saoule. En 2021, c'est pour moi, c'est juste le savoir-faire et l'innovation. Donc, tu peux avoir l'idée du siècle, hein, mais encore faut-il bien la mettre en place. Après, les secrets bien gardés, je trouve ça un peu poète-poète, quoi. Donc, après, bon, c'est mon avis, hein. C'est sûrement pas celui de tout le monde, mais ouais, tout ça pour dire que ça joue à tellement de critères qu'il faut pas se braquer sur un truc. Sinon, on ferait clairement plus rien. Et puis c'est aussi peut-être l'occasion de se remettre un peu en question et de voir sur quel point on peut se différencier. Parce que si tout le monde utilise le même ingrédient, tout le monde dit qu'il est écolo, tout le monde met une petite étiquette verte, tout le monde... et finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait en plus ? Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas tout mettre dans les mains du marketing quelque part? Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de marketing dans le lot, carrément. Voilà. Et après, tu dis, t'es le centième à arriver, mais c'est pas parce que t'es le centième que tu vas pas révolutionner le truc. C'est pas parce que t'es le premier que t'es le meilleur, quoi. Quand t'es le premier, ce que j'aime bien dire, c'est t'es le meilleur et t'es le pire en même temps, quoi. Tant qu'il n'y a pas de deuxième et troisième. Donc, je sais pas, il y a clairement pas mal de trucs et dans le sens inverse, je discutais avec un producteur aujourd'hui qui lui m'a expliqué qu'il avait fait visiter son unité de production, qu'il y a des mecs qui posaient plein de questions et tout, tu vois, savoir comment c'était fait et tout, et puis du coup il était à un moment un peu suspicieux, il se dit mais vous voulez faire le même produit ou les mecs fait non. Et en fait, il a découvert 3 mois après que les mecs avaient fait la même chose. Voilà. Et du coup, mais là où le mindset était pas le même, c'est que lui, il a fait. En fait, je m'en fous parce que moi, je me différencie là-dessus. Après. Là, il avait, et je le crois pour le coup, sur la qualité du produit, il avait aucun doute non plus. Enfin, tu vois. Du coup, t'as les deux approches, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, je comprends que ouais, tu es en train de présenter ton truc et que tu vois plein de gens qui te posent des questions.
où tu sens pertinemment que c'est pour faire la même chose, j'avoue que ça peut être relou quand même. Mais après, ouais, si tu donnes de bon cœur, je pense que ça te revient fois 10, fois 100 plus tard. Il y a pas de vérité absolue, quoi. C'est ça en gros. Mais c'est. On parle un peu d'alchimie finalement. T'as un bon produit, c'est pas suffisant. T'as un bon marketing, c'est pas suffisant non plus. T'as des bonnes valeurs, c'est pas. Mais après, au-delà de ça, t'as le côté, pour moi, le côté fédérateur, et c'est le truc le plus important, je trouve, dans cette ère social media. C'est en gros, ok, t'as un produit, ok, t'as une marque ou un semblant de marque, parce qu'une marque, c'est pas juste un logo, on le sait très bien. Ou en tout cas nous on le sait, peut-être pas tout le monde, mais après ce qui va aussi te différencier, c'est la manière dont tu vas fédérer les gens autour de ton projet en fait. Donc si tu as le meilleur produit du monde et le meilleur branding, mais qu'il y a qu'une personne qui te suit, bah tu vas pas aller très loin. Donc après cette idée de bâtir une communauté autour de ton produit ou autour d'un projet encore, d'une vision encore plus grande, ça c'est vraiment quelque chose de super important aujourd'hui. Et ça me fait penser à une marque de hard seltzer qui vient de se lancer récemment aux États-Unis. À la base, c'était une page Instagram qui avait énormément d'abonnés, des millions d'abonnés, qui s'appelle Cookslam. Et j'en avais déjà parlé off podcast, mais c'était au final des vidéos de gens qui se prennent des vagues dans la gueule, qui sont un peu les losers de service sur la plage en faisant du surf ou autre. Et il y avait énormément de followers, énormément de vues, etc. Et puis hop, là il y a quelques mois, ils ont décidé de lancer une marque de hard seltzer brandée au même nom. Donc ils ont déjà une communauté de plus de quelques millions de gens. Et ils ont décidé de lancer leur hard seltzer qui fait sens avec ce côté un peu surf style, summer, etc. Surtout aux États-Unis. Et je me dis, voilà, je sais pas comment ça va évoluer dans les mois qui viennent, mais c'est un peu le jackpot, quoi. Tu pars d'une communauté qui apprécie ce que tu postes et il y a une petite vibe autour de tout ça. Et hop, tu fais un produit qui sort de nulle part, personne s'y attendait, et tu as déjà une communauté derrière pour forward ton truc. Donc ça va dans le sens finalement de monter des projets sur du crowdfunding. Pour justement, au-delà d'avoir de l'argent ou quoi, mais aussi créer ou attirer cette communauté qui fait souvent même avant même d'avoir un produit, ou des fois ça n'est qu'une hypothèse ou un projet, ça fait que tu as déjà, c'est de la prévente, quoi. Ouais, carrément. La plupart des gens font ça pour la notoriété maintenant de KissKiss, de Ulule, etc., plus que pour faire financer 5 000 ou 10 000 euros, quoi. Alors c'est sûr, quand tu dois acheter un gros parc, c'est plus compliqué, mais il y en a plein qui ont même pas besoin d'argent et qui font ça juste pour se faire connaître, parce qu'ils savent que pas mal de gens sont abonnés aux newsletters, que ces gens-là aiment bien les nouvelles alternatives un peu éthiques de ce nouveau monde. Et du coup, que tu suivrais volontiers le projet, quoi. Carrément. Mais ouais, c'est la nouvelle prévente, ou je sais pas, c'est intéressant le coup de la hard seltzer, là. C'est un tout autre modèle, finalement. Tu as une communauté avant même de savoir ce que tu vas en faire. Ouais, c'est sûr. Ou après, ça peut être vu comme opportuniste, je sais pas, mais après, si c'est en phase avec tout le truc, c'est autre chose. Est-ce que tout n'est pas opportuniste dans un sens? Pour moi, ce mot opportuniste, c'est bon et pas bon en même temps, parce que si tu en profites pour faire quelque chose qui apporte quelque chose à ta communauté, pour moi, c'est opportuniste cool. C'est pas opportuniste, tiens, je vais me faire de la thune sur le dos des gens, je suis une secte et je suis un gourou. C'est pas la même chose. Je le voyais sur le côté sincère. D'accord. Parce que tu vois, dans le sens où tu saisis un truc, c'est pas
ah tiens, les gens, ils ont l'air sensibles à l'écologie. Ah, ok, on va peut-être, on va faire une étiquette. Alors que c'était pas du tout inscrit dans l'ADN à la base, tu vois. C'était pas une préoccupation. Et tout à coup, ah tiens, et puis après, on le met partout sur des communiqués de presse, on le placarde partout. On fait, enfin bref, classique. Ouais, classique. Et après, tu vois, il y a des gens qui font des réelles actions. Alors, bon, là, je vais parler du filtre de la vodka de Frédéric Becbédé. Est-ce que c'est action? Est-ce que c'est marketing? On connaît son background, etc. Après, je pense que le projet est bâti sur la côte basque et avec cet amour pour l'océan et du coup la nature et les éléments. Donc, j'ai aucun doute de la positivité et de l'engagement qu'ils ont avec Surfrider et compagnie. Mais pour moi, c'est typiquement une belle marque avec un beau packaging. Tout est premium. J'ai pas encore goûté le produit. Bon, c'est une vodka. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, quand on va sur leur page d'accueil, on voit direct leur mission, on voit direct leur engagement. Et pour moi, ça me donne envie de cliquer et d'acheter en fait, parce que ils sont avec Surfrider, ils font des actions pour l'environnement, etc. Donc pour moi, le why de leur entreprise dépasse grandement toutes les autres vodkas de base que je vais trouver en épicerie. Donc au final, même si elle est plus chère, je sais pas si c'est le cas, mais même si elle faisait 10 ou 15 euros de plus, et ben juste pour l'idée de reverser des fonds à d'autres organismes, j'achèterais cette vodka et pas une autre, quoi. Et on en vient au why, au start with why. Ouais, c'est pour le coup, ouais, là aussi c'est intéressant, c'est que ça retourne tout le truc. Ce que tu vends finalement, c'est toutes ces actions, et c'est plus qu'importe le flacon, enfin je sais plus, pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est qu'importe le produit, la qualité du produit, pourvu qu'on ait la bonne cause derrière, quoi. Un peu, c'est très mal formulé, mais moi je pense que c'est vraiment le futur, quoi. Tu commences par ça et au futur où ça fait peut-être 5 ans ou 10 ans que tout le monde en parle et que les gens commencent à se rendre compte qu'il faut commencer avec un objectif au-delà de si tu faisais du business. En gros, il faut se dire ça. Quand on crée une marque, il faut se dire, OK, si jamais je crée cette marque sans me faire de la thune dessus, pourquoi je le ferais? C'est vraiment la base. Si t'as pas une raison valable, honnêtement, faut pas le faire. Parce que ça va soit pas être pérenne, soit tu vas être chamboulé au bout d'un moment, soit tu vas te faire chier dans ton taf au bout d'un moment. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment un truc qui résonne avec toi. Et si tu as ce délire entrepreneur qui est au fin fond de tes tripes, il faut que ça fasse sens. Sinon, ça fera pas long feu, quoi. Et puis ça te rend un peu bulletproof, en quelque sorte. Parce que finalement, tu t'en fous que ton produit soit copié. Ton message va au-delà et à la limite, enfin, je sais pas, tu peux le voir aussi comme un truc plus collaboratif globalement, où tout le monde se fait avancer, tout le monde. Voilà, c'est. Si tu reprends le. Pour le coup, je pense, genre, une autre marque se met à faire le même truc un peu inédit que tu faisais. C'est aussi un bon point parce que ça évangélise des gens au-delà de ta base. Si tu te mets à faire un produit, enfin je sais pas, tu parles de hard seltzer et qu'il y a 10 marques qui font de la hard seltzer, c'est plus facile de toucher la masse parce que tu as des concurrents que si tu étais tout seul à galérer à les recruter un par un. Voilà, le même principe que de foutre un McDo en face d'un Burger King et ainsi de suite. Ouais, mais là, c'est pour le meilleur. Et je me dis, en reparlant du filtre, par exemple, si jamais ça donne envie à d'autres spiritueux de partir du même principe et de les copier là-dessus, en fait, je me dis, le monde, il peut devenir que meilleur aussi dans un sens. Parce que si tu copies cette idée de faire toujours un truc meilleur pour la planète, etc., ça fait que augmenter. Ça s'incrémente et le but, c'est que tout le monde soit heureux. Hein. C'est le bonheur absolu qui n'existera jamais, mais.
Le monde des bisounours. C'est une magnifique conclusion, je trouve. Carrément.